Alors, bonsoir à tous. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au cinquième, je suis très en avance, atelier de l'ADMEC de cette année. Alors, pour rappel, l'ADMEC, c'est l'association des diplômés et des étudiants du master de l'École des Chartes. Bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà notre association. On a diverses missions qui s'organisent autour de créer un réseau, notamment professionnel, pour les anciens de notre master et encourager les contacts entre les masters et les anciens. Et notamment dans le cadre de nos activités, nous organisons mensuellement des ateliers qui sont des ateliers à vocation plutôt professionnelle. Qui ont soit vocation à vous présenter des projets d'anciens du master, et donc, à ce titre, ce projet finalement entre bien dans cette catégorie, puisque Thibaut Cléris, qui présentera le projet, est un ancien, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Soit d'autres ateliers plus, comment dire, professionnels au sens construire son réseau, faire de la veille, comprendre comment est-ce qu'on s'insère professionnellement dans notre environnement. Et donc, nous avons eu un certain nombre d'ateliers sur ce sujet déjà, qui sont tous accessibles sur notre site web, en ligne, donc. Et je vous invite à aller les consulter s'il y a des sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas. Donc, j'ai fait très rapidement. Aujourd'hui, c'est un partenariat avec l'École des Chartes. Donc, on est à la fois un atelier et une conférence de l'école, d'où cette très jolie salle qui nous reçoit. Et nous sommes très, très heureux de pouvoir organiser ensemble cet événement. Ça reste néanmoins un atelier, donc n'hésitez pas à poser des questions. J'aurai le micro pendant la discussion. Et donc, soit à la fin, je ne sais pas comment... Plutôt à la fin, d'accord. Donc, plutôt à la fin, on gardera du temps pour des questions. Et n'hésitez vraiment pas, c'est un moment de dialogue avant tout. Donc, voilà, il faudra... N'hésitez pas. Donc aujourd'hui, nous recevons Thibaut Cléris, qui est le responsable pédagogique du master technologie numérique appliquée à l'histoire de l'École des Chartes, et Vincent Jolivet, qui est responsable de la mission projet numérique de l'École des Chartes, pour nous présenter le projet auquel ils ont participé au titre de l'équipe technique, c'est ça au titre de l'École des Chartes, voilà, qui s'appelle donc DTS pour Distributed Text Services. Et donc, c'est un protocole qui va permettre d'explorer, d'échanger et d'exposer les textes, si j'ai bien compris. Et donc, je vais laisser Thibaut Cléris nous en dire plus. Voilà. Eh bien, merci à l'ADMEC en général de nous recevoir ce soir pour leur atelier. C'est un plaisir. Je crois que c'est peut-être même le premier atelier de l'ADMEC où c'est un responsable pédagogique du master qui participe. Donc, je suis doublement content. C'est aussi la première présentation de DTS, donc Distributed Text Services. On va très souvent utiliser l'acronyme parce que c'est quand même un nom assez long, sur le sol français et le sol européen. Hein, la seule présentation qui a été faite de DTS, c'est à Tokyo en septembre dernier. Alors, avant de commencer cette présentation, je vais revenir sur un mot qu'on va beaucoup employer pendant cette présentation, qui est API. Alors, une API, c'est quoi? C'est une interface web qui va permettre de mettre à disposition des données d'un site pour les machines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où vous avez un site web pour un être humain, ici Wikipédia, on va pouvoir développer des versions de ces données qui sont plus faciles à lire pour une machine et donc pour un développeur. Donc on va pouvoir réemployer des données beaucoup plus facilement. On va parler aussi d'API standardisée. La différence entre une API standardisée et une API classique, c'est qu'une API standardisée partage une architecture définie et qui est réutilisée par d'autres projets. Pour aller un peu plus loin sur cet exemple de Wikipédia, à gauche Wikipédia, la page de Virgile, à droite Wikidata, la page de Virgile aussi, où là, on va pouvoir avoir les données dans une version beaucoup plus brute et plus facile à exploiter du côté programmeur. Alors, pour se faire bien comprendre... Voilà, pour se faire bien comprendre, on tente l'analogie avec le monde de l'image et on va dire un petit mot rapide de IIIF.
Alors, IEEE, c'est une initiative qui a été lancée au début des années 2010. Je pense que vous devez en avoir entendu parler les uns les autres. Et Il y a eu un atelier. il y a eu un atelier, d'accord, IEEE. Donc, on va quand même passer vite, mais on va essayer de regarder deux, trois exemples d'exploitation des API IEEE pour penser un petit peu les analogies avec le texte et essayer de bien éclairer ce qu'on essaye de produire avec DTS. Donc, IEEE, pour dire les choses plus précisément, c'est pas une API, c'est plutôt un ensemble d'API pour les images et qui permettent notamment de les citer, ça c'est très important, hein, l'analogie avec le texte, de les consulter, les images ainsi que leurs métadonnées, de les manipuler, les retourner, changer leur format, etc. Et aussi de les annoter. Donc c'est une API qui est adoptée de plus en plus massivement par les institutions patrimoniales, mais aussi académiques. Nous, on déploie ici un serveur IIIF pour nos images. Et l'intérêt derrière IIIF, c'est qu'on peut du coup garantir du service commun et joindre nos forces des équipes de développement pour offrir des outils partagés exploitant l'API. Alors, des petits exemples, vite fait. Voilà. Issu, en fait, là, en l'occurrence, la page de démonstration de Mirador. Donc, citer, consulter, manipuler. Citer, bah, tout simplement, les images sont accessibles via une URL. Donc là, elle est en bas à gauche, tout en bas, il faut la voir. Donc cette URL permet véritablement de citer l'image et elle est conforme à l'API, à la spécification. Et du coup, on peut jouer avec ces différents paramètres. Vous voyez qu'elle est construite d'une manière bien spécifique, cette URL. On a des paramètres qui se retrouvent entre les slash, pour certains là, qui sont surlignés sur la diapositive. Et du coup, on peut jouer avec ces paramètres et le serveur d'image qui donne accès à l'image est capable d'interpréter ces paramètres et de servir l'image selon son état souhaité. Donc là, très précisément, on l'a découpé. Vous voyez que l'image à droite, c'est un détail découpé issu de la première image. Et puis, elle est aussi servie ici en niveau de gris. Donc là, très précisément, j'ai veillé à garder les URL dans les images. On voit que c'est rigoureusement la même image qui est servie par le même serveur, mais dans des états différents. Donc le serveur, hein, ça qui est important côté image, c'est qu'il y a côté API, c'est qu'il y a un serveur qui délivre le contenu conformément à la spécification. Et du coup, il y a des clients qui sont capables d'interpréter l'information de manière à pouvoir manipuler l'image. Donc le serveur est à gauche, l'image servie à travers un client, par un client, en l'occurrence Mirador. Et Mirador offre la possibilité de manipuler l'image. Là, vous voyez en haut à gauche de l'icône, toutes les petites fonctionnalités accessibles pour l'annotation de cette image. On peut aussi mettre en regard différentes images, ça vous le savez, et c'est très pratique. Ce qui est important là dans cet exemple, c'est de voir qu'on a dans un même contexte des images issues de silos de données différents. Alors là, on n'en a mis que deux en regard, mais on peut démultiplier l'exemple en mettant 3, 4 images. Ce qui est important ici dans l'argument, c'est de savoir qu'à gauche, l'image est issue du silo de l'Harvard Art Museum, alors que l'image de droite est issue des collections de la National Library. Et donc, on peut vraiment mettre en regard comme ça des contenus à comparer, comme on peut souhaiter le faire pour le texte d'ailleurs. Un troisième exemple que j'emprunte aux démonstrations de Biblissima, c'est une expérience qui a été faite en partenariat avec l'IRHT. Je crois que c'est Cyril Massé qui a travaillé avec Régis Robineau sur cet exemple. Donc là, tout simplement, un manuscrit qui a été découpé, hein, qui a été pillé, qui est conservé à la bibliothèque municipale de Châteauroux. Et on a retrouvé les différentes miniatures qui ont été découpées, je crois pour la plupart revendues. Et grâce à IIIF, dans le contexte du client, Mirador à nouveau, on peut recomposer le manuscrit dans l'état dont on pense qu'il était initialement, enfin, on replace en tout cas l'image là où on pense qu'elle se trouvait initialement. Donc ça c'est vraiment l'enjeu, citer, consulter et reconstruire, manipuler des ensembles d'images qui sont potentiellement disséminées dans des silos de données décentralisés. Du côté développement,
ce qui est important avec ces API, donc on a vu qu'on pouvait faire des choses, mais du côté développement, en fait, ça veut dire effectivement qu'on va pouvoir communiquer avec plusieurs services différents et récupérer des données à différents niveaux. Pour une seule interface comme ça, donc c'est une interface d'un projet assez récent, hein, ce sont les manuscrits médiévaux France-Angleterre, qui a été publié, je crois, il y a un mois ou quelque chose comme ça. Pour cette seule interface, en fait, il y a 3 requêtes qui sont faites sur 2 API différentes. Une première API particulière au projet qui permet de proposer des traductions. Ça ne fait pas partie du standard IIIF, mais ça permet de proposer la traduction en haut à droite, d'avoir Previews, Add Item, Change Layout, Full Screen. Ça va être la première requête que vous voyez tout en bas et qui se termine par translation.json. La deuxième requête, qui se termine par manifeste.json, va permettre de récupérer les métadonnées de la collection de l'image. Donc on va pouvoir savoir combien y a-t-il de folios dans ce manuscrit, quels sont leurs noms, à quelles URL on peut les trouver, etc., etc. Et bien sûr pouvoir récupérer le titre, tout en haut, British Library, Harley, etc., etc. La troisième requête, tout en bas, va donner des informations sur les capacités que l'on a à manipuler l'image. Est-ce que je peux l'obtenir en niveau de gris? Est-ce que je peux l'obtenir en couleur? Est-ce que je peux l'obtenir en noir et blanc, c'est-à-dire binarisé? C'est une méthode qui est largement utilisée pour faire de l'OCR. Il y a beaucoup moins de bruit. Et d'autres capacités comme la rotation, etc. Alors voilà pour notre petit détour par l'image. On revient au texte. Du coup, et le texte dans tout ça? Comment le référencer et le citer? Comment accéder, lire les métadonnées associées? Comment publier et surtout republier des textes dans des contextes différents pour pouvoir, par exemple, les aligner ou connecter des textes les uns aux autres? Alors, on ne part pas de rien. Voilà, et il faut dire que l'histoire éditoriale nous fournit des méthodes un peu low-tech pour notamment citer et référencer des textes. Voilà, c'est une page d'un livre tout à fait classique dans le milieu universitaire, avec en bas des notes de bas de page qui vont nous renvoyer vers d'autres ouvrages. Donc ça, normalement, pour l'intégralité de cette salle, c'est une pratique qui est tout à fait normale. On comprend quand on lit Arthur Martin 2010, page 5, qu'il s'agit d'un ouvrage d'Arthur Martin, qu'il a été publié en 2010 et qu'on cite en particulier sa page 5. Il faut savoir qu'il y a des pratiques encore plus développées dans un milieu qui s'appelle les lettres classiques, en latin et en grec, avec un système qui permet d'avoir une finesse de citation encore plus grande. Là, on a des exemples dans cette même note de bas de page, mais globalement, on a un système où le nom de l'auteur, le nom des œuvres ont des abréviations qui sont canoniques, et on va pouvoir citer un passage précis, non pas à la page, mais à des unités sémantiques plus fines. Un livre, un vers, par exemple, pour l'Énéide. Quand un latiniste tombe sur ces 4 mots, ou lettres, je ne sais pas, enfin, ensemble, virg AN 1.1, il sait, ou elle sait automatiquement que l'on fait référence au vers 1 du chant 1 de l'Énéide de Virgile. Il n'y a pas de doute sur à quoi correspond ce texte. Oui, peut-être ajouter que là, dans le cadre de cette citation, on cite non plus une publication, mais l'œuvre elle-même. Alors, pour revenir à notre univers numérique, quelles sont nos options pour fournir de tels services? Alors, avant même de parler de DTS, on a un petit peu discuté avec Thibaut et on a listé 3 options qu'on retrouve dans la vraie vie et qu'on a listées en les considérant de la moins à la plus standard. Alors, la première, la définition d'API dédiée, d'API maison, c'est-à-dire dédiée pour un projet spécifique. La seconde, associer le protocole OAI-PMH avec la fourniture de liens, par exemple vers des fichiers TUI ou autres. Et puis, troisième solution, dont Thibaut vous dira un petit mot, un protocole
qui vise à fournir des identifiants qui s'appellent Canonical Text Services et qui, par bien des aspects, a été le précurseur et a été aux origines de l'initiative DTS. Donc les deux initiatives sont corrélées. Alors, première option, l'API maison. Qu'est-ce que c'est qu'une API maison? C'est de se dire, j'ai un projet avec des objectifs bien définis, j'ai un modèle de données bien défini, je sais très précisément quel type de service je veux fournir. Je ne vais pas m'encombrer, simplement, je vais définir une API dédiée pour mon projet. Alors, on a fait un petit tableau avec les pour et les contre. Avantage évident, on se retrouve avec un modèle d'API qui colle très rigoureusement aux objectifs du projet. Et puis la conception, la définition de cette API, elle est facilitée puisqu'on n'a pas à prendre en compte les besoins des autres. On reste dans quelque chose d'assez spécifique. Alors l'envers de ça, j'ai lâché le mot, spécifique, c'est que du coup, on est dans la fourniture d'une API qui est spécifique. Et si on souhaite implémenter un client, c'est-à-dire un logiciel qui va être capable d'interpréter le silo de données, on va devoir concevoir un client adapté à cette API personnalisée. Alors quand il n'y en a qu'une, c'est pas trop gênant, mais quand on souhaite dialoguer avec différents silos de données, alors à chaque fois, il faut faire ce travail d'interprétation et d'implémentation de manière à bien interpréter les données disponibles via cette API. Autant dire que du coup, l'échange des données s'en trouve pas mal compliqué. Quand on parle d'interopérabilité, alors même si on travaille avec des vocabulaires connus et partagés, par exemple du Blinkcore, en réalité l'interopérabilité elle n'est pas vraiment garantie parce qu'on ne sait pas forcément où aller chercher l'information dans cette API. Et puis là, je pense aux développeurs, il faut absolument que la documentation soit très très explicite. Puisqu'évidemment, on se retrouve à devoir traiter des modèles différents, il faut être sûr de ne pas se tromper quand on essaye d'interpréter le modèle, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, un exemple d'une bonne API pour le coup, qui est très bien documentée, qui est très efficace, l'API d'Istex, qui est une initiative, je pense que vous connaissez, qui donne accès à la littérature secondaire académique. Donc c'est un très beau projet massif et qui a son modèle d'API qui permet d'accéder aux données. Donc là, c'est la partie gauche de l'image. Alors là, il s'agit des métadonnées relatives à un compte-rendu de lecture du Saint-Louis de Le Goff en anglais. Donc on a toutes les métadonnées de ce compte-rendu à gauche. On voit tout en bas, alors c'est petit, l'URL qui donne accès. Il y a une route qui est normalisée, document / avec l'identifiant du document, et puis les métadonnées. À droite, l'accès au même document, mais en revanche à sa version plein texte. Vous voyez que la route est différente. Document / l'identifiant du même document, et puis on complète la route, full text / TEI, et là vous voyez qu'effectivement on a accès au texte intégral dans un format que vous connaissez bien, la TEI. Alors tout ça, c'est très bien, ça fonctionne, Istex fonctionne très bien, mais le problème c'est que c'est pas standard. C'est-à-dire que s'il y a une autre initiative, on se retrouve un petit peu coincé pour faire dialoguer des silos de données. Alors une autre option, l'option 2, qui est peut-être mieux standardisée parce qu'elle est bien connue en tout cas dans le monde des bibliothèques et des bibliothèques numériques, c'est OAI-PMH. Vous savez ce que c'est qu'OAI-PMH? C'est un protocole qui permet de moissonner des métadonnées, metadata harvesting. Et donc, c'est les catalogues OAI-PMH sont moissonnés par les principaux portails de données de référence en France. Je pense à Isidore, mais pas seulement. Par exemple, la BNF donne accès aussi à deux catalogues OAI-PMH. L'avantage, donc deux avantages, d'abord, c'est que c'est courant. Et donc ça, c'est quand même un point très positif. Autre avantage, c'est qu'on se retrouve avec un modèle de catalogage très simple, pour le coup extrêmement explicite, puisqu'on s'en tient à l'ensemble limité des métadonnées du Blinkcore, 15 champs. Donc c'est très pratique, on retrouve facilement ces petits, si j'ose dire. Inconvénient, l'avantage se transforme vite en inconvénient, puisque c'est de Blinkcore only, c'est-à-dire que là, on se trouve vite confronté à des limites d'expressivité,
Alors en plus, c'est vrai qu'à l'université, on souhaite parfois exprimer des choses extrêmement fines, etc. Et on se retrouve un petit peu limité avec le set du Blinkcore. Il faut dire aussi et surtout peut-être que OAI-PMH, ce n'est pas conçu pour donner accès à du texte et à des parties de texte, c'est-à-dire qu'on donne accès à du catalogue, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver au bout d'un lien. Est-ce qu'on va accéder à de la TEI, à du PDF, à un autre format? Donc, on se retrouve assez vite coincé de ce point de vue-là, hein, puisque le texte ne peut être qu'un lien de téléchargement. Donc, on peut accéder au mieux au texte dans son intégralité, mais de toute façon, pas à ses parties. Ah oui, alors là, une vue issue de l'OAI NUM qui contient donc les notices décrivant les collections numériques numérisées de Gallica. Donc on a de l'OAI PMH. Je vous ai surligné là en bas la route, enfin l'URL, qui donne accès au record, donc vraiment à l'enregistrement du volume correspondant à l'arc, là qui est surligné à la fin. Il s'agit des correspondances de Catherine de Médicis et on retrouve toutes nos métadonnées bien rangées en Blinkcore. Mais en revanche, pas possible d'accéder au texte et encore moins à ses parties. Donc la troisième option qu'on avait listée, c'est l'option Canonical Text Services. Le Canonical Text Services, que je vais abrévier en CTS, c'est un protocole et une syntaxe d'identifiant qui est né il y a à peu près 10 ans au Centre des études helléniques d'Harvard à Washington et qui établit 6 types de requêtes. 6 types de requêtes qui permettent de récupérer 2 types de données, la donnée textuelle dans son ensemble ou une partie spécifique de ce texte, et des métadonnées de catalogue. C'est, à ma connaissance, un des seuls, voire le seul effort de standardiser comment je récupère une portion de texte. Si je veux le vers 1 du chant 1 de l'Énéide, je sais comment établir cette requête avec CTS. Le problème de CTS, c'est qu'il ne s'adapte pas, ou peu, ou très mal, à des corpus qui ne sont pas les corpus pour lesquels il a été pensé. Il a un modèle de données qui correspond au modèle de données de la littérature classique. J'ai un text group, soit un auteur, j'ai une œuvre conceptuelle qui hérite de ce text group, l'Énéide, donc text group Virgile, work Énéide, œuvre conceptuelle, et puis je vais avoir des éditions ou des traductions qui descendent de cette œuvre. Le problème, c'est que tout ne rentre pas dans ce moule. Si j'ai une inscription murale, en fait, le faire rentrer dans ce moule, c'est faire une gymnastique mentale compliquée. Qui est mon auteur? Quel est mon text group? Quelle est mon œuvre? Quelle est mon édition? Sachant qu'il est impliqué dans CTS, que dans toutes les œuvres, si je dis 1.1 pour n'importe quelle édition de Virgile, je dois tomber sur ce fameux Wirumque Cano. Arma Wirumque Cano, pardon. Donc ça, c'est un problème, surtout effectivement pour des œuvres comme les inscriptions ou les papyri, où on peut changer l'ordre des lignes parce qu'on estime qu'on a une autre lecture qu'un autre chercheur. C'est même un problème d'ailleurs pour les textes antiques, j'en profite pour faire une petite note, qui ne sont pas de la période classique. C'est-à-dire que ça marche très très bien tant que vous restez entre le deuxième avant et le deuxième après pour la période latine. Vous rentrez dans la période chrétienne, ça devient beaucoup plus compliqué. L'autre problème, c'est qu'il a été pensé pour les petits corpus. Il a été pensé pour des corpus de 100, 200, 500 œuvres. Maintenant, vous êtes à un projet comme papyri.info qui répertorie, je crois, 80 000 textes. En fait, il n'a pas la possibilité de paginer, donc d'offrir des vues partielles de son catalogue. Donc il va vous donner, quand vous allez demander le catalogue, il va vous envoyer le catalogue des 60 000 œuvres. J'avais fait un tout petit peu le calcul, ça fait une réponse de 40 mégas. Donc si vous voulez interagir rapidement sur une interface, 40 mégas, c'est inacceptable.
Voilà, pour faire très simple. Dernier problème de CTS, et après on quitte ces options qu'on avait décidé de citer, c'est que c'est effectivement une norme qui a été développée à Harvard, notamment pour le projet Homer Multitext, et que cette norme qu'on a pris, que beaucoup de personnes ont pris pour un standard, finalement est véritablement entre les mains d'un seul projet, qui l'a poussé pour le standardiser, tout en gardant les mains sur les rênes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ouverts aux propositions de modification du standard. Je m'autorise un tout petit mot encore sur CTS et pour revenir au modèle de données, enfin, que Thibaut vous a bien décrit et qui ressemble un petit peu à FRBR, c'est qu'il impose en fait un modèle hiérarchique aux collections et que bien souvent c'est quelque chose de bloquant. On peut avoir besoin au sein de situer, de placer un texte dans différentes collections. Et on se retrouve assez vite bloqué avec CTS de ce point de vue-là. Alors la naissance de DTS, pour en arriver vraiment au cœur de notre exposé, ce pourquoi vous êtes là, et je dois avouer que je trouve ça assez drôle en fait de prendre la parole à ce moment-là, puisqu'il se trouve qu'à titre personnel, je n'étais pas présent sur les fonds baptismaux. Thibaut y était, donc je vais raconter rapidement cette histoire et à laquelle Thibaut a participé, donc je le fais sous son contrôle. L'histoire, simplement, elle part de ce constat. On est très nombreux à essayer de partager des corpus textuels. Ce n'est pas un besoin original, c'est un besoin assez massif dans le champ académique. Et en décembre 2015, il y a eu une réunion fondatrice à l'université Tufts, donc à Boston, entre collègues européens et américains. Alors, ils n'étaient pas 1000, mais ils n'étaient pas 2 non plus, ils étaient entre une bonne vingtaine à faire ce constat que, mince, on n'a pas de bons standards pour partager des textes, et c'est quand même ce qu'on souhaite faire. Donc dès janvier 2016, ils n'ont pas chômé, ils se sont dit, allez, on va battre le fer tant qu'il est chaud, on attaque, et il y a eu des réunions mensuelles pour essayer de définir une API pour partager du texte. Alors avant même de définir l'API, commence par se poser la question de qu'est-ce qu'elle doit faire, quels sont ses prérequis, quels sont les principes qui vont conduire le travail de spécification. Je vais vous en dire un mot dans un instant. Alors ensuite, vous voyez que le temps s'écoule. On a des points de suspension, on aurait pu en mettre bien plus, peut-être même sur plusieurs slides, parce qu'en fait, ce travail prend du temps. C'est très difficile. Déjà, j'ai parfois du mal à être d'accord avec moi-même. J'ai encore plus de mal à être en accord avec Thibaut. Et comme on est tous ainsi fait, c'est difficile de s'entendre à 20, à 30 sur des choses qui doivent être extraordinairement, très précisément explicites. Alors au bout de ces petits points de suspension, septembre 2018, on a été très fiers, je dirais presque soulagés en fait, de publier un premier working draft du standard. C'est-à-dire qu'on s'est dit, là voilà, on a un état final sur lequel on s'accorde et qui est vraiment, à partir de maintenant, la base de nos échanges. Et en novembre 2018, donc c'est très récent, on a restructuré notre petite communauté et on a dû élire un Technical Committee. Le voilà, je trouve qu'il a fière allure. Notre Technical Committee, donc peut-être très rapidement, c'est important de les citer puisque là, il y a toujours un peu un effet d'optique, c'est-à-dire que c'est Thibaut et moi qui sommes à cette table là ce soir, mais évidemment le travail là, c'est le travail de toutes ces personnes-là. Donc en haut à gauche, on a Jonathan Roby, qui est connu parce qu'il a aussi participé à la spécification d'XQuery. Je pense que vous connaissez tous XQuery, oui, vous avez manipulé déjà. On retrouve Bridget Almas en haut à droite, qui est vraiment la cheville ouvrière, l'ingénieur derrière Alpheios. Hugh Kayles en bas à gauche. Thibaut Cléris, juste là, à ma gauche. En bas à droite de l'image, Ian Scott, qui travaille à Toronto, qui est arrivé assez récemment et qui est vraiment un membre particulièrement actif. Il est agaçant parce qu'il nous pose vraiment des questions ardues. Et alors du coup, sur ces questions ardues, on a du mal à trouver le consensus. Et puis, on pourrait citer pas mal d'autres personnes, en réalité. Alors, quelques-uns, je suis vraiment navré parce que on en oublie toujours, mais notamment Pietro Luzio d'Hambourg. On a pas mal d'échanges avec l'Université d'Hambourg sur ce sujet-là. James Tauber de la société Eldarion, qui est derrière Perseus, voilà, qui travaille aussi pour Brill.
Matteo Romanello qui travaille à l'Université Polytechnique de Lausanne. En France, on retrouve Emmanuel Morlock à d'ISOMA. Et puis récemment, il y a des institutions qui rejoignent notre groupe en expansion, notamment l'Académie des sciences de Berlin et le Max Planck Institute. Alors pourquoi créer un nouveau standard? C'est toujours un peu, et vous excuserez la trivialité de l'expression, mais un peu ou présomptueux ou casse-gueule de prétendre définir un nouveau standard. Alors je te laisse répondre à cette question, Thibaut. Pourquoi un nouveau standard? Eh bien, parce qu'il n'y en avait pas. Non, mais c'est vraiment, c'était une gymnastique, hein. Quand on s'est réunis en 2015, notre premier sentiment, on a dit, on ne crée pas quelque chose de nouveau, on prend CTS. CTS, c'est la version 5, on propose une version 6. Là, on nous a dit non, CTS, c'est mon truc. Donc, on a dit d'accord. Donc, on va faire DTS. On a pris une lettre de plus sur la première lettre. Et on est parti de cette base. Et effectivement, comme vous l'avez vu, en fait, il n'y avait pas de standard pour faire ce genre de choses. J'en profite pour dire, parce que j'ai rencontré Laurent Romary, qui était l'ancien directeur de Daria. Ce sont des questions, le partage de texte, qui sont pas nouvelles. Et en fait, bizarrement, tout le monde a envie de ce standard. Et personne n'a vraiment travaillé à établir ce standard. Il y a un rapport des années de 98, je crois, donc au tout début du web, hein, c'est enfin de l'expansion du web, où il parle de créer un standard pour partager du texte. Il aura fallu attendre 2018 pour que finalement un groupe essaye de proposer quelque chose. Bon, voilà. Donc on a finalement, j'aime beaucoup ce comics parce qu'il est très bon. Et j'ai pas mis la citation, mais c'est un comics d'XKCD. Hein, c'est un site de comics assez de BD assez connu. Et contrairement aux comics, il n'y avait pas de standard. Les prérequis. À l'origine du travail, il a fallu définir un petit peu des principes de travail. Là, on en liste 7. Alors le premier, DTS doit être en mesure de fournir un catalogue de ses collections. J'ai envie de dire, c'est un peu la base, quoi, hein. On a quand même envie d'avoir le catalogue des textes qu'on partage. DTS ne doit pas contraindre la structure hiérarchique du catalogue de textes, et ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'un texte doit pouvoir se retrouver dans différentes collections. Ça paraît anodin, mais on a bien souvent le besoin, on voudrait toujours que tout se moule dans une structure hiérarchique, mais c'est vraiment pas le cas. DTS doit prendre en charge tous les types d'URI valides pour les identifiants des textes et des collections. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que DTS autorise les identifiants CTS, mais pas seulement. Et notamment, on voulait ouvrir la possibilité d'avoir des identifiants ARC, par exemple. Et ça semble rien, mais en fait, c'est très contraignant en termes de construction d'URL, notamment, de rendre possible en tout cas d'être agnostique en matière d'identification. L'API DTS doit prendre en charge la récupération partielle et complète du texte. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement de donner accès à tout le texte d'une œuvre, mais bien à ses parties, de manière à rendre le texte citable et republiable pour certaines de ses composantes. L'API DTS doit réutiliser les standards établis dans la mesure du possible. On ne réinvente pas tout, hein, c'est quand même mieux. L'API DTS doit être flexible, mais spécifier des contraintes techniques qui doivent être respectées et implémentées. C'est un peu la carotte et le bâton, quoi. C'est-à-dire que si on est trop rigide, personne n'accepte de participer. En même temps, si on est trop flou, c'est la pagaille. Donc il faut, et c'est pas évident, il faut trouver le bon réglage de manière à avoir des spécifications qui soient suffisamment contraignantes pour que les clients puissent dialoguer, mais pas trop. Septième principe, et le dernier, l'API doit faire usage des technologies modernes pour décrire ses requêtes et générer ses réponses. Dans la définition de l'API, on décrit des requêtes, et pour décrire ces requêtes et les documenter, on utilise des standards, et derrière DTS notamment, il y a un standard qui s'appelle Hydra, qui nous aide à faire ça. C'est toujours à moi ? Alors, c'est toujours à moi. Alors, où est-ce qu'on en est arrivé ? Donc, j'ai déjà dit qu'on avait publié, on en était très fiers,
un premier working draft que, en effet, Thibaut est allé présenter à Tokyo, à la conférence TEI, qui a été plutôt d'ailleurs bien accueilli. On a été très content d'avoir pas mal de demandes d'informations d'utilisateurs potentiels. Un choix de design important qui a été lourdement discuté à l'origine du travail, c'est le découpage de l'API en endpoint. C'est pas si évident. Alors, quand on regarde ça, on se dit, oui, si c'est évident, mais en réalité, c'est le fruit de pas mal de discussions. Premier endpoint, tu veux dire un mot ? Ouais, peut-être juste, puisque le endpoint peut être un terme technique, un endpoint, c'est une sous-partie de l'API. D'accord ? En fait, quand on rentre sur l'API, il y a plusieurs parties. Il y a et chaque partie, on appelle ça un endpoint. Pour que le vocabulaire peut-être soit clair. Maintenant que j'y repense, c'était pas forcément clair. Ouais, ce sont des racines, en quelque sorte, mais on va le voir très concrètement. Je crois on va vous faire une démonstration où vous allez voir vraiment la racine de l'API et puis les 3 endpoints. Donc le premier, collection, pour les catalogues de collection. Donc là, il s'agit vraiment de référencer, pour revenir vraiment à nos besoins sur le texte. On a besoin de référencer les textes. Donc là, collection endpoint fait ça. Le navigation endpoint qui permet de construire le catalogue de références présentes. Donc ça, on verra un exemple, peut-être ce sera plus clair à partir d'un exemple. Et puis le document endpoint qui rend possible la récupération du texte et de ses parties. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de citer les textes. Chacun de ces endpoints, et là c'est un choix de design important, chacun de ces endpoints est optionnel. Il y a des débats aussi là-dessus. Et puis, il faut dire qu'il y a déjà, alors il y a écrit projet, mais en fait, ce sont vraiment des implémentations qui sont, pour certaines, en production et qui sont disponibles. Il y a la suite Capitaines, à laquelle on travaille ici à l'école des chartes. On n'est pas les seuls, il y a Alpheios aussi qui travaille dessus, et Thibaut connaît très très bien le projet pour en avoir été un des développeurs principaux. Et puis il y a aussi des implémentations qui ont été développées pour des projets tiers, et notamment Betamaza Heft, j'espère que je prononce bien, qui est une collection de textes éthiopiens. Voilà. Un petit mot avant de changer de slide et de passer à la démonstration, enfin à des exemples. Je pense que c'est important, encore une fois, à partir du moment où vous avez une spécification d'API, ça ne force pas ce qu'il y a derrière cette API. C'est-à-dire que tout un chacun peut créer son logiciel du moment qu'il va donner des réponses qui sont standards. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, les implémentations qui existent, Capitaines utilise Python, mais Betamaza Heft est un projet développé en XQuery avec une implémentation où en fait Pietro Luzzo a pris sa base de données, a dit OK, DTS ça m'intéresse, et a écrit quelque chose qui a permis de générer les réponses pour DTS. Je pense que c'est extrêmement important de voir ça, puisque c'est comme ça qu'un standard vit, c'est en ayant des implémentations qui existent dans plusieurs langages. Donc du coup, on va pouvoir attaquer les morceaux de code. Il n'y en aura pas trop, enfin j'espère. Donc la première chose qu'on fait quand on arrive sur une API DTS, c'est un peu comme quand on arrive sur un site web, on a un index. Un index des endpoints, donc des sous-parties du site, qui sont disponibles. En l'occurrence ici, on a l'API, on a l'endpoint pour le catalogue de collection, l'endpoint pour la collection, pour lire des documents, et l'endpoint pour naviguer à travers les index de référence. Encore une fois, ça je pense que ce sera plus clair quand on verra un exemple. Là, ce qu'on a en valeur, simplement, ce sont les routes de ces endpoints. C'est ça. Donc, en tant que développeur, j'arrive sur cette route et puis après, je vais commencer à construire mes requêtes. La collection, l'endpoint de catalogue de collection, elle est très très simple. C'est peut-être une des API les plus simples. Vous avez 3 paramètres. Quelle est l'idée du document dont je veux avoir les métadonnées ou la collection? Quelle est la page, au cas où j'ai des résultats qui soient paginés, et dans quel sens je veux naviguer. C'est-à-dire que pour chaque collection, vous pouvez avoir des enfants et vous pouvez avoir des parents, et donc vous pouvez spécifier est-ce que je veux voir les enfants, est-ce que je veux voir les parents. Concrètement, ça donne une réponse en JSON LD, et ça permet d'avoir une petite idée du modèle. Alors, il y a beaucoup plus d'exemples sur la documentation en ligne, mais vous avez en fait très peu de choses qui sont complètement obligatoires.
Dans les choses complètement obligatoires, vous avez l'ID, donc l'identifiant de votre collection, le type, qui est soit collection, soit ressource de mémoire, total items, donc le nombre d'enfants de l'élément, et un titre. Voilà, donc ça c'est la base. Et puis ensuite, vous allez avoir la propriété members qui va vous dire cette collection générale, elle a 2 sous-collections qui elles-mêmes ont pour la Skiwa Roma un enfant, pour les correspondances de poilus 10 000. Puis après, il faudra aller sur la page de correspondance de poilus pour avoir les 10 000 enfants. Et vous avez un espace pour les métadonnées Dublin Core. Alors, je spécifie Dublin Core qualifié ici. Donc, vous avez accès en fait à un espace où vous savez que vous n'aurez que du Dublin Core. Et vous avez un autre espace, et j'ai un trou, je crois que c'est DTS Extended, mais j'ai vraiment un doute, qui permet de mettre des métadonnées projets dans d'autres vocabulaires. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter des métadonnées vraiment beaucoup plus libres, vous avez un espace, et on sait que toute métadonnée dans cet espace est spécifique au projet. Donc ça permet d'avoir une structure simple pour les clients et vraiment de savoir où est-ce que je vais aller récupérer les métadonnées, on va dire très très générales, dans la partie de Blinkcore, et où est-ce que je vais récupérer les métadonnées, on va dire par exemple très spécifiques au testament de poilu. Voilà. La deuxième partie, le Navigation Endpoint. Alors le Navigation Endpoint, ça répond à la question très simple. Ok, cher API, tu as l'Énéide de Virgile, ou tu as l'Iliade d'Homère. Très bien, tu as telle édition. Bien, maintenant, combien de champs et combien de vers as-tu pour ce texte? Et en fait, ça va permettre de récupérer l'index de tous les passages du texte. Vous ne récupérez pas le texte, vous récupérez les identifiants qui sont disponibles dans ce texte. Donc, au niveau des paramètres, vous en avez quelques-uns, ils sont assez simples. Donc bien sûr, l'idée du document, je veux les passages les identifiants de passage de l'Iliade, de telle Iliade, pour être précis. Je peux dire, je veux les identifiants de passage dans ce sous-passage, c'est-à-dire quels sont les vers dans le champ 1. Vu qu'on peut, ça c'est une chose importante pour DTS, vous pouvez aussi gérer des extraits qui partent d'un début et qui vont à une fin. Alors c'est range en anglais, on n'a pas réussi à trouver de traduction avec Vincent pendant l'établissement de ces slides, mais globalement, je veux tous les passages disponibles tous les identifiants de passage entre le vers 1 du champ 1 et le vers 75B du champ 1. Et donc, on pourra récupérer toutes ces informations. Alors il y a d'autres paramètres, ils ne sont pas tous affichés parce que cette route-là, elle est assez complexe. Je peux les grouper, c'est-à-dire je peux voir tous les groupes de 5 vers, et là, l'API va se charger elle-même de grouper par 5 vers, puisque potentiellement, vous pouvez très bien avoir un texte qui décide d'avoir un système qui ne soit pas croissant. On peut très bien avoir le vers 4 après le vers 5. Alors, comment savoir qu'il faut mettre de 1 à 4 pour avoir les premiers 5 vers? En fait, c'est pas aussi simple. Les résultats sont paginés, et vous pouvez spécifier, je veux avoir, par défaut, vous avez toujours les passages disponibles au niveau du document et du passage demandé, mais vous pouvez demander, je veux directement pour l'Iliade tous les identifiants de vers. Alors que de base, vous auriez tous les identifiants de champs, puisque l'Iliade est découpée en champs puis en vers. La réponse est... Pardon. Hop. Retour en arrière. La réponse est en fait assez simple. Ce qui est important, c'est la partie où vous avez member, et là, vous avez tous les identifiants de passage. À noter qu'il est possible de rajouter aussi ici DTS Dublin Core et DTS Extended pour rajouter des métadonnées sur chacun des passages. Alors, autant pour l'Iliade, ça fait peu sens. Par contre, dans une correspondance, tout simplement, vous allez pouvoir rajouter des métadonnées spécifiques sur l'auteur d'un passage. Et ça, c'est quelque chose qui nous a semblé utile. Et c'est aussi, j'appuie là-dessus par rapport à la communauté, c'est le genre de use case où nous, on était quand même majoritairement des antiquisants et des médiévistes, et puis d'un seul coup, il y a des modernistes qui sont arrivés et qui ont dit « Oui, mais nous, on a souvent des auteurs différents quand même, et puis on a des correspondances. » Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas pu voir, tout simplement parce qu'on n'a pas cette situation. Et c'est pour ça que cette communauté, elle vit aussi des retours des futurs implémenteurs et implémenteuses, et qu'il est important de comprendre que c'est un first
public working draft, c'est-à-dire que c'est un brouillon. La version finale, j'espère qu'elle verra le jour dans moins de 3 ans, mais elle ne verra le jour que quand on sera sûr qu'on a quelque chose de stable qui correspond à assez de cas d'usage. Je finis par en fait la cerise sur le gâteau, et qui c'est vraiment la partie importante, comment je récupère un document, donc le document endpoint, pardon. Non, si c'est la bonne slide. Donc là, pareil, un endpoint qui est très très simple. ID, l'identifiant du document. Si vous voulez un passage précis, ben vous remplissez le paramètre ref dans votre URL ou le paramètre start et end. Vous ne pouvez pas avoir un début sans fin, ça paraît à peu près logique. Et vous récupérez. Alors, c'est un choix qui a été fait par la communauté, par le technique, les fondateurs de DTS. Toute API DTS doit au moins fournir de la TEI. Vous pouvez fournir du plain texte, vous pouvez fournir du PDF, vous pouvez fournir du .doc, il n'y a aucun problème, mais à minima, vous devez fournir de la DTI. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, on a cet énorme standard de partage d'édition de texte, pardon, pas de partage, mais d'édition de texte. Et deuxièmement, si on fait une API standardisée qui finalement nous renvoie à la situation d'OAI PMH où on ne sait pas comment comprendre le retour de l'API, et ben en fait, on n'a pas d'API standardisée. Donc c'est un choix technique quand même qui est assez important. Ah oui, pardon, j'ai pas parlé du tout de l'exemple. Donc on a, pardon, dans l'exemple de la DTI, la TEI, pardon, et tout en bas, on a rajouté ce petit nœud particulier à DTS qui n'est pas obligatoire, mais qui permet pour les implémenteurs ou les implémenteuses de définir qu'on a un fragment. C'est-à-dire que l'arbre de la TEI a été cassé, donc ça c'était un choix, c'était un souhait vraiment d'éditeur, de dire non, c'est un fragment, je ne reconstruis pas mon arbre jusqu'à ce passage-là, je dis ça c'est un fragment, j'ai pas l'arbre TEI complet. Par contre, ce fragment se trouve forcément sous la racine, le nœud racine TEI. Ça permet notamment de fournir un TEI header. On va peut-être juste ajouter qu'on discute avec la communauté TEI. À ce propos-là, comme on trouvait qu'il n'y avait pas assez d'éléments en TEI, on s'est dit que ce serait bien qu'on en ajoute un, parce que vraiment, c'est pas suffisamment expressif. Donc justement, on aimerait bien éviter d'introduire un espace de nom dans le fichier DTS. Donc on échange activement avec les communautés de manière à avoir un élément fragment qui nous permette d'exprimer ça correctement. Alors pour l'instant, ils sont vraiment pas d'accord. Il y a d'autres discussions qu'on a, notamment pour en TEI, vraiment note de TEI-ologie rapide. Il n'y a pas véritablement de système satisfaisant en TEI pour décrire un système de citation. On a CRF Pattern et RefsDeckle qui sont tout à fait acceptables, mais ils ne sont pas parfaits dans le sens qu'on ne peut pas définir une hiérarchie, et en fait c'est un système qui montre ses limites, et on travaille du côté des TS à proposer des modifications. On essaie de ne pas créer trop de nouveaux éléments qui permettraient de décrire dans un fichier TEI une structure qui permettrait ensuite en fait très facilement de réutiliser le même fichier TEI dans des logiciels pour créer ce genre d'API. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible. On est obligé de passer par une forme de hack pour vraiment créer quelque chose de solide. Alors bah oui, à quoi ça sert? Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Parce que là, on vous a peut-être un petit peu assommé avec des détails techniques. C'est pas forcément, même si l'API est extrêmement simple, c'est vrai que le nombre de paramètres est très réduit. Et c'est pas évident en fait d'avoir peu de paramètres. On a plutôt tendance, quand on définit les choses, à complexifier le modèle à loisir. En fait, on est assez fier d'avoir peu de paramètres. Alors à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut faire avec DTS? Là, vous avez juste quelques vues, un peu pêle-mêle comme ça. Donc on peut à minima lire et citer les textes. Donc là, on a des vues de textes qui sont servis grâce à Nemo. Nemo qui est un client initialement CTS, on vous a parlé de CTS donc il faut le dire. Nemo c'est un client de la suite Capitaines qui initialement a été développé pour servir des contenus CTS, et le boulot a été fait de le porter, donc maintenant Nemo est à même de comprendre DTS. Donc là, pas trop mal. En tout cas, c'est le cas pour des cas assez simples comme ceux qu'on a à l'écran derrière nous, donc un texte de PRIAP.
il y a les positions de thèse de l'École nationale des chartes. Et puis à droite, je ne vois même plus bien ce que c'est. Fable des hommes, voilà. Alors on peut faire quand même plus que ça, puisque on peut aussi du coup republier les contenus, les aligner, c'est-à-dire mettre en regard des textes. Là, je pense à mon image triple IF, et on peut aussi mettre en relation des références de textes de manière à construire une constellation de textes. C'est toi qui veux en dire un mot de... Je peux en parler très très vite. Donc en haut à gauche, c'est une situation un peu rêvée, Open Edition. Alors, il y a quand même beaucoup d'ingénierie. C'est pas parce qu'il y a un standard qu'il n'y a pas d'ingénierie à mettre en place, des coûts énormes de développement. Hein, c'est surtout pour des grandes structures comme ça. Mais imaginons, je suis dans Open Edition, je lis, je crois que c'était un article sur justement la littérature classique, et en note sur le côté, j'ai Odd, alors je suppose que c'est 5, 333, 335. Bon, c'est très bien, mais en fait, si je suis obligé d'aller chercher pour chacune de ces citations un livre à la bibliothèque, ou d'aller chercher à chaque fois ce vers quelque part, d'ouvrir un nouvel écran, en fait, l'avantage de citer est pas si grand. En fait, on est encore coincé dans un format papier d'une certaine manière. Ce qui serait génial, et ce que permet ce genre d'API, c'est de dire: ok, je garde ça parce que c'est comme ça qu'on le fait en papier, très bien, par contre je passe au-dessus, je récupère le texte. Et ça, c'est une situation qui est rêvée, mais qui en fait n'est pas si loin. Je pense que c'est important de le marquer. Après, il y a quand même un travail d'alignement de notes. En haut à droite, c'est un projet d'Hambourg, pas de Pietro Luzzo, mais avec Matt Munson comme ingénieur principal, et puis Morgan Pica qui a travaillé l'année dernière, qui fait partie du master TNH, faisait partie du master TNH, où vous avez des chartes et des formules. Alors, je ne suis pas encore très très clair sur ce que ça veut dire dans ce contexte, mais on peut mettre en parallèle deux textes assez facilement. Et puis, troisième situation, alors là, c'est un peu la triche parce que c'est un projet qui était basé sur CTS, mais ça sera mieux quand ce sera DTS. C'est une situation où des étudiants de Tufts travaillaient sur Perseids à la notation d'un texte, un dictionnaire de géographie, je crois que c'était un dictionnaire de mythologie, mais ils ont peut-être fait les deux. Et les étudiants pouvaient lier une entrée du dictionnaire avec de multiples textes qui parlaient de la même chose. Et donc, quand on ouvrait cette page, on avait un ensemble de textes. Et en fait, on enrichit, on connecte ce genre d'informations. C'est un peu la version débutant ou débutante de la chose rêvée en haut à gauche, d'une certaine manière. Alors, là, on va faire une démonstration rapide. Ce sont des notebooks qui ont été établis pour la présentation à Tokyo. Alors, les notebooks Python, c'est quoi? C'est une manière d'exécuter du Python dans une interface de navigateur Internet. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le sauvegarder et du coup revoir ce qui a été fait sans avoir à avoir Python de votre côté. À l'époque, on avait fait 3 démonstrations à partir des 3 implémentations qui étaient disponibles. Je vais regarder celle d'Alpheios. Et puis, pour ceux ou celles qui seraient intéressés, on a aussi Julien Pillat à l'école qui a fait une démo DTS. Vous pouvez cliquer sur le lien, aller voir un petit peu. On la montrera rapidement. Ok, je vais quand même montrer un notebook. Alors, si je retrouve mon curseur, et c'est là qu'on rentre dans des territoires complexes. Ok. Non, c'est dans l'autre sens. Alors, je vais passer sur la base de comment je mets en place le truc. Il faut juste dire que quand vous voyez, j'ai reconstruit le chemin logique d'un développeur ou une développeuse qui voudrait naviguer à travers une API. Donc comme ça, on a tout de disponible et puis on voit comment ça se passe. La situation première, c'est j'ai entendu qu'Alpheios avait une API DTS. Très bien, je vais dessus, puis je récupère l'entry point dont on a parlé plus tôt. Et donc là, je vois que cette API a effectivement l'endpoint collection, l'endpoint document et l'endpoint navigation. Je vous rappelle, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque endpoint est optionnel. Alors, il y a des situations qui pourraient être bizarres, avoir que la navigation et pas la collection et le document, mais techniquement, c'est possible. Ok, donc généralement, on va commencer sur le catalogue. Donc, je vais sur
l'adresse qui m'a été donnée du catalogue, et puis je récupère une première collection, la collection principale d'Alpheios. Dans cette collection, je vais avoir un torticolis. Dans cette collection, j'ai 3 sous-collections de littérature grecque ancienne, enfin en grec ancien, du latin classique et de l'arabe classique. Très bien, je vais choisir d'aller voir le latin parce que ça m'est plus familier. On voit par ailleurs qu'en latin, je n'ai qu'un enfant. Total items 1. Donc je vais voir le latin, je rentre dans le latin, hop, j'ai une collection aussi dans le latin, la collection Ovide. Bon, les métadonnées sont un peu pauvres. Là, on n'a vraiment que les choses qui sont obligatoires. Bah, très bien, je continue, je descends, je continue mon périple, et puis là, je tombe sur ma collection Ovide. Là, j'ai des métadonnées particulières au projet. On voit des métadonnées CTS, on voit aussi des métadonnées SCOS, et j'ai mon titre obligatoire, les métamorphoses. Je continue, je descends. Je vais voir ce qu'il y a dans cette collection métamorphose. Dans cette collection métamorphose, et là ça devient intéressant, on me dit que j'ai... Alors je cherche le member. Alors on me dit que c'est un texte en latin, mais ça c'est des métadonnées propres au projet. Par contre, on voit que j'ai un membre dont l'identifiant c'est URN, CTS, Latinlit, FI 959, FI 006, etc., etc. Donc je rappelle encore une fois que DTS est identifier agnostic. Donc c'est pas grave, là c'est un identifiant CTS, ça aurait pu être une URL classique. Le type de cette collection, c'est une ressource. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se lire. Il a une profondeur de citation de 2, c'est-à-dire qu'il a 2 niveaux. Alors, quand on connaît les métamorphoses, on sait que c'est poème et puis vers. Mais en l'occurrence, on va avoir l'information juste derrière, puisqu'on a un moyen d'établir cette structure avec DTS site structure qui dit, voilà, mon premier niveau, c'est poème, et dans ce niveau, j'ai des vers. Je continue, ça c'est du vocabulaire particulier, et puis là, je tombe sur 2 URL. 2 URL qui mènent vers quoi? Vers la récupération d'un passage, ou du document en entier, et vers la liste des références qui sont disponibles pour ce texte. Hein, le DTS reference, où vous avez API/DTS/navigation. Ma première réaction, ça va plutôt être d'aller voir quelles sont les références disponibles. Bon, alors là, j'ai refait la récupération de l'élément en entier. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Au niveau 1 de mon texte, j'ai un seul poème. Donc, ce n'est pas une édition qui est complète, du coup. Si on connaît les métamorphoses, ce n'est pas complet. Si j'en ai qu'un, très bien. À ce moment-là, allons récupérer tous les vers du poème 1. Donc là, j'avais juste demandé l'adresse pour toutes les valeurs de niveau 1. Et là, je lui dis, attention, je veux la référence numéro 1. Donc les enfants de ce passage. Et les enfants de ce passage, on voit que je vais avoir les identifiants 1.1, 1.2, 1.3, 1.9. Et puis vous voyez que là, il y a un saut dans l'édition particulière d'Alpheios, puisqu'elle passe directement à 163, etc., etc. Alors, on a beaucoup d'identifiants. Il y a beaucoup d'identifiants. Hop. Et puis, je me dis, en fait, moi, j'aimerais bien les grouper par 20. Et à ce moment-là, que fait l'API? Il me les groupe par 20. Il me dit, start égale 1.1, et le 20e, après ça, c'est 173. Et puis ensuite, c'est 174 à 193. Et là encore, on peut pas. La raison pour laquelle ce groupe by a été mis en place, c'est parce qu'on ne peut pas présager d'un ordre des identifiants. Donc je continue parce que ça, c'est le même genre de réponse. Je peux regarder dans un groupe, je vais passer vite, quels sont les vers qui sont entre le 1.1 et le 1.173. Pas très important. Par contre, maintenant, je peux récupérer le texte. Je peux récupérer le texte qui correspond à ce qui se passe entre le vers 1.1 et le vers 1.173. Et à ce moment-là, alors, c'est de la théorie d'études linguistiques, donc du coup, c'est de la théorie qui est pas très agréable à lire,
puisqu'en fait, il y a des analyses, et c'est tout plein de W à l'intérieur d'une div. C'est tokenisé, mais il y a même des analyses dedans, puisque c'est un arbre syntaxique qui est reconstruit à la fin. Voilà. Alors, sachant que dans cette réponse, vu qu'on a une réponse en TEI, on ne sait pas comment revenir en arrière, comment récupérer quelque chose. Donc, comment on fait si on nous a donné cette adresse, mais qu'on ne sait pas que c'est une API DTS? Eh bien, tout simplement, on n'a pas changé l'XML de TEI. Là, pour le coup, on a été respectueux. Et on a utilisé quelque chose de très très classique. Quand on construit des API, on a utilisé dans les headers de la réponse HTTP la propriété link, qui est une propriété très très classique pour partager ce genre d'informations. Voilà, et donc à partir de ça, dans ces headers, j'ai même le prochain passage qui est proposé. Et je peux aller directement depuis cette propriété, chercher le prochain passage, et ainsi de suite, et ainsi constituer en fait une interface de lecture basée uniquement sur l'API, et non pas construire une interface de lecture et ensuite construire l'API. Et je crois que c'est la fin de la démonstration. Voilà. Je voulais peut-être montrer... Ouais, je veux bien. Voilà, une toute petite démonstration qui fait office en fait de documentation de l'API. On est toujours un peu handicapé sur l'ordinateur des autres. C'est vraiment terrible. Là, je fais un peu le boulet. Donc on a accès aux documentations des différents endpoints et on a implémenté une petite preuve de concept sur la collection des positions de thèse de l'école. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est vraiment de préfigurer le portail des éditions à l'école en DTS. Et on a tout simplement ici la requête, la réponse, et puis là, les liens de navigation. Donc on voit en effet, on voyait précédemment qu'il y avait 17 items. Ah, pourquoi j'arrive pas à me balader là-dedans? Voilà, donc tout simplement, dans cette collection, on voit que la langue n'a pas été réglée, mais on a toutes les positions de thèse. Pourquoi il me fait ça? J'ai cliqué sur une année. Donc, ok, donc là on voit ok, les métadonnées de collection. Et puis on peut continuer comme ça à descendre dans la hiérarchie et voir, j'arrive vraiment pas à manipuler ce truc-là. Accéder au texte en voyant toujours pour une requête donnée la réponse renvoyée par l'API. Donc avec les métadonnées associées ici, autorial. Et enfin, tout en bas, on accède au texte. Voilà, tout simplement au texte lui-même. Donc je pense que c'est assez intuitif et c'est extrêmement simple, mais je pense que c'est aussi un bon point d'entrée pour se familiariser avec l'API, parce que c'est, voilà, tout simplement, on voit quelle requête est envoyée, quel est le format de réponse et ce que ça fait, c'est-à-dire exactement à quel point on se situe dans le cheminement des collections jusqu'à un document. Peut-être qu'on finit, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Donc juste pour finir, du coup, comment ça... D'accord. C'est l'effet démo, faut jamais faire de démo, pourtant on le sait, mais on peut pas s'empêcher, quoi. Alors ça a marché. Ah, attends, parce que je crois qu'on a sauté un slide. On a sauté quelques-uns. En fait, je crois que le PC est lent, c'est surtout ça. Ok. Donc là, on était là. Ok. Oui, peut-être, en fait, c'est plus en guise de conclusion. Ce qui reste à faire, et puis ce que vous pouvez faire, si vous y voyez un intérêt, en fait, tout simplement, nous, on vous propose de vous associer, en fait, à ce travail communautaire. Donc, une première manière de le faire, c'est peut-être d'aller consulter. Donc, tout le projet est sur GitHub. Vous connaissez GitHub. Donc, vous pouvez consulter sans difficulté les issues, éventuellement vous inscrire, participer, apporter des éléments de réponse. Et puis, si ici il y a des institutions, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, vous pouvez aussi vous lancer dans un travail d'implémentation. Nous, on sera évidemment très 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 heureux de vous accompagner dans ce travail d'implémentation de l'API. Donc le travail, il est considérable, puisque comme l'a dit Thibaut à plusieurs reprises, c'est un draft, c'est un brouillon qui est final, certes, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans la définition de l'API. Vous pouvez aussi tout simplement par les canaux, soit issue, soit mail, poser des questions et aussi suggérer tout un tas de correctifs
à la documentation si elle ne vous paraît pas explicite. C'est-à-dire que ça, c'est pour nous quelque chose de très important. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura une bonne acquisition de l'API, à condition, bien évidemment, que les utilisateurs potentiels aient les outils pour se familiariser clairement avec cette API. Et ce n'est pas toujours très évident, même si on a peu de paramètres et qu'on pense maintenir une API assez simple et propre. Ce qui compte, en tout cas, c'est que vous soyez en mesure de comprendre le document attaché. Donc surtout, ne pas hésiter à nous faire des retours sur l'état de la documentation. J'ajoute à ça, je pense qu'il n'y a rien de pire en fait quand on a la tête dans le guidon depuis maintenant 4 ans pour moi. Non, 3 ans révolus, que d'essayer de voir les failles dans sa documentation. Une des premières choses qui a été faite quand il y a Yann Scott qui est arrivé, donc il est arrivé il y a 2 mois, 2 ou 3 mois, la première chose qu'il a fait une pull request en disant mais ça, vous utilisez 3 mots différents pour définir la même chose, et moi j'y comprends rien, donc il y a peut-être quelque chose à corriger ici. Et en fait, juste ce genre de retour, c'est un bond en avant pour nous en fait, parce qu'on sait que notre documentation elle n'est pas parfaite. Vraiment, on le sait. Mais il faut qu'on puisse nous le dire et nous mettre vraiment les yeux devant ce genre de problème. Plus concrètement, concernant les travaux en cours, donc en tout cas à l'école, on travaille pas mal sur l'implémentation de DTS côté serveur, mais aussi côté client, pour pouvoir simplement consulter les corpus. Et on souhaite générer de nouveaux silos pour partager les corpus, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire migrer toutes les collections de textes de l'école en DTS, de manière à ce que chacun puisse y accéder selon les principes qu'on vous a exposés. Il y a pas mal de corrections à apporter aux implémentations actuelles qui bien souvent héritent de CTS. Donc le passage de CTS à DTS, c'est pas si trivial que ça en fait à prendre en charge. On a aussi un vrai travail à entreprendre, je pense, pour améliorer notre communication avec les utilisateurs potentiels. Donc aujourd'hui, c'est un premier jalon. C'est la première fois, comme l'a dit Thibaut, qu'on expose le projet en France. C'est pas si évident que ça de le faire de manière efficace. Donc on revient à la question de la documentation qu'on doit améliorer. Il y a plein d'autres choses à faire en réalité. Et si vous avez des suggestions, tout un tas de remarques, on sera très content de les prendre en charge. Merci en tout cas pour tout ça. Je remets le lien ici et je permets d'ajouter une chose par rapport à ce lien qui est extrêmement importante, c'est que ce lien est une redirection. C'est-à-dire que quand vous avez cliqué sur ce lien, il va vous emmener sur un site GitHub. Le fait est, c'est que ce lien est un lien permanent. Le site derrière ce lien pourrait très bien changer, puisqu'on ne sait jamais, GitHub, etc. Mais par contre, ce lien-là est un lien permanent. Donc c'est toujours celui-là, je me permets, qu'il faut partager quand vous référencez DTS, plutôt que le lien GitHub. On a déjà eu des changements d'adresse de site GitHub parce qu'on n'était pas d'accord sur l'adresse du site GitHub, alors que celui-là, il est là pour durer. Voilà. Merci beaucoup à la DMEC et merci de votre écoute. Merci beaucoup pour cette belle présentation qui, je pense que tout en étant technique, était pourtant très claire, je pense. En tout cas pour un public assez averti que nous sommes ce soir. Donc merci beaucoup. Peut-être que certains d'entre vous ont une idée plus claire maintenant de ce que c'est aussi qu'une API, tout simplement, puisque c'est par l'exemple qu'on comprend le mieux, je suppose. J'imagine que vous avez des questions parce que c'est quand même très dense et qu'il y a plein de choses qui ont dû naître dans vos esprits, donc n'hésitez pas, si quelqu'un a une question, je vais faire passer le micro. Alors peut-être que je peux commencer par une... Ah bon, voilà. Très bien. Merci. Je ne sais pas si j'ai besoin de micro, mais... c'est juste une question. Vous avez dit que vous aviez rencontré un certain intérêt lors de la présentation à Tokyo, si je ne m'abuse. Je voulais savoir si en dehors des universités auxquelles appartiennent les chercheurs de votre équipe, vous avez des institutions autres qui se sont intéressées à votre projet, qui ont marqué un intérêt. Alors, je peux répondre parce que j'ai été un peu en ligne, oui, c'est ça, en première ligne pour ce genre de choses. Alors, c'est majoritairement quand même des universités ou des entreprises qui travaillent pour des projets universitaires, mais quelquefois aussi des publieurs,
des éditeurs, merci. Par exemple, je pense à Eldarion, ils ont été pris par Bril pour mettre à disposition certaines de leurs éditions en libre sur DTS. Donc ça, je pense que c'est important. Sur les institutions patrimoniales, en fait, pour l'instant, pas beaucoup, voire quasiment pas. On a eu un intérêt au sein de la bibliothèque nationale allemande, je crois que c'est ça. Enfin, je ne suis pas exact. Une bibliothèque allemande importante, on va dire ça comme ça, qui a donné son intérêt. Après, pour l'instant, on a surtout des points d'intérêt. On n'a que très peu de personnes qui ont finalement passé le pas de nous envoyer un email et discuter avec nous. On les compte encore sur les doigts de la main, malheureusement. Mais par contre, on voit notamment avec les contacts du Max Planck Institute et de l'Académie des sciences de Berlin, des projets beaucoup plus gros. Hein. Le Max Planck Institute, ils ont déjà un outil qui permet de publier plusieurs dizaines ou centaines de projets universitaires. Donc en fait, il faut prendre un petit peu cette marche en route. Malheureusement, on n'est pas comme IIIF. Hein, les fondateurs de IIIF, c'est la Bibliothèque nationale de France, la British Library et je crois le Getty, quelque chose comme ça. C'est vrai que nous, c'était l'école des Chartes, Alpheus et l'université de Leipzig. Hein, c'était un peu plus faible, quoique. Hein. Mais voilà, donc c'est une question complexe et on sait aussi que dans cette situation, on a tendu le bâton pour se faire battre parce qu'on a requis la théorie. Et que ce n'est pas si simple pour une institution patrimoniale de dire je vais fournir de la théorie. En tout cas pour son texte. Un tout petit élément de réponse quand même aussi pour compléter, c'est pas notre projet. Hein. Nous on est juste là, on tient le crachoir ce soir, mais en réalité on représente une communauté académique qui nous dépasse largement. Donc à l'origine même du projet, en fait, il y a l'investissement d'autres institutions que la nôtre. Et c'est vraiment pas Thibaut et moi du tout. Donc voilà, il faut bien se rendre compte que derrière des gens d'Alpheus, d'autres universités, de l'EPFL, d'Hambourg, l'université d'Hambourg, etc. Peut-être la seule restriction, là je suis d'accord avec Thibaut, il a bien expliqué pourquoi, c'est que ça reste un projet avant tout académique. Voilà, parce que cette manière, je pense qu'il y a une finesse du projet dans la manière de délivrer des contenus et des bouts de contenu qui n'est pas vraiment industriel. Je ne suis pas certain qu'on puisse demander ou attendre de Gallica d'être capable de fournir des identifiants fins pour des passages comme ça. Ils ne sont pas du tout dans la même échelle. Eux, ils sont vraiment à l'échelle volume. Donc c'est vrai que la préoccupation qu'il y a derrière DTS, c'est une préoccupation qui est très académique. Voilà, parce qu'on est vraiment sur du texte finement édité, finement éditorialisé. Hein, c'est un positionnement qui n'est pas industriel, mais qui clairement suscite l'intérêt de la communauté académique. Je complète la complétion. Puis on va éviter de faire ça à chaque fois. Enfin, je vais éviter de faire ça à chaque fois. Un doux rêve qui n'est pas si lointain, parce que j'ai déjà eu des discussions avant DTS, enfin avant que DTS soit totalement publié, c'était avec Marin Dacos et Pierre Mounier pendant la conférence des H de Krakau, donc ça fait 3 ans. On venait de commencer DTS et il y avait un intérêt de pouvoir répondre à ce genre de questions, mais après il y a un investissement qui doit suivre. Et en fait, c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques d'échelle qui ne sont pas les mêmes pour un projet même comme Papyri, qui a 60 000 œuvres, et Open Edition, qu'en a, je ne sais pas, je crois que beaucoup, centaines de milliers certainement d'articles et d'articles de blog. Alors comment je différencie les choses, etc. Je pense si jamais on arrive à toucher un éditeur ou une plateforme comme Open Edition, là on commencera à faire des effets de vague. Déjà il faut être sûr d'avoir un projet solide et c'est un peu ce qu'on essaye de faire à l'heure actuelle en corrigeant les petites erreurs qu'on a pu faire, y compris dans le Public Working Draft. Il y a une autre question. Oui, merci de votre présentation. J'avais une question par rapport au lien. Vous avez parlé des outils du TAL. Donc excusez-moi. Donc vous avez parlé de Laurent Romary. Donc lui, il vient du NLP, du TAL. Et donc je me demande, je pense qu'il y a un lien intéressant à faire avec Clarine.
parce qu'ils développent des services, enfin je ne connais pas ce qu'il y a derrière, mais des services pour traiter des textes, les analyser avec des outils TAL, aussi sous mode service web. Après, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et je pense que ça peut être intéressant, pas que pour l'édition, mais aussi pour les traitements justement parce que souvent les outils TAL ils sont complètement déconnectés des outils de la TEI. Donc on est obligé de faire plein de traitements et enlever des tags, et on perd la structure du texte, c'est dommage. Et donc je pense que là il y a peut-être une opportunité. Alors, je pense que clairement, là je réponds directement, je pense qu'il y a clairement une opportunité, puisque en fait une des grosses erreurs du TAL très souvent, notamment quand on travaille avec des corpus, c'est mon cas, hein, je travaille avec des corpus latins, on va prendre le texte complet des épigrammes de Martial, on va le mettre dans un outil de traitement, et en fait on oublie que c'est des poèmes qui sont complètement divisés. Alors du coup, là, la capacité de dire mon texte il est découpé en poèmes et récupérer chaque poème séparément et les ranger dans l'outil, c'est une chose importante. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'arrivera pas à résoudre par DTS, c'est le fait de nettoyer la théorie. Enfin, nettoyer. Très très mauvaise expression. D'obtenir un texte pour du traitement automatisé de la TEI. Parce que le choix de supprimer tel tag, etc., c'est aussi lié au choix de chaque implémentation et de chaque projet, de quel tag j'utilise. Et donc, il y aura toujours besoin d'une intervention humaine pour du TAL, mais c'est sûr qu'avec ce type de service, on peut le réduire. Je pense que ça, c'est important. De toute façon, DTS ne présume absolument pas de la TEI qu'il y a derrière un texte, en fait. Hein. Donc c'est aussi, moi c'est quand même un intérêt que je vois aussi à DTS, Thibaut, c'est qu'on peut descendre très très finement dans la description des textes et délivrer des textes dans des états annotés très finement et rendre compte aussi de cette annotation dans la déclaration des textes. Donc ça c'est quand même un intérêt aussi pour l'étaliste, de dire on se contente pas juste de renvoyer du texte avec du paragraphe ou quoi. Alors ton exemple le montrait là, c'était un texte qui était tokenisé, on pourrait pourquoi pas représenter ça. Permet parce que j'ai une question un petit peu en relation avec ce qu'on vient de dire. Pour 3IF, je pense que ce qui fait son succès aussi, c'est l'effet waouh des visualiseurs qui sont associés. Et donc, l'attention au client qui est associé à ce protocole, je pense que c'est aussi ça qui a fait son succès. Quand on reçoit un texte en TUI, il n'y a pas une façon, contrairement à une image. Une image, il y a des standards suffisamment maintenant stables et fins, et puis un pixel égale un pixel. Mais comment est-ce qu'on fait, en fait, quand on a un document de TUI pour le donner à lire, même pas à interpréter, mais à lire de façon standard? C'est dans ce genre de situation que je regrette d'avoir travaillé sur du texte. Parce qu'effectivement, une image, c'est une image. JPEG, on sait le décoder. PNG, on sait le décoder. TIFF, on sait le décoder. TEI, on ne sait pas le décoder. Parce que c'est spécifique à chaque projet. En fait, moi, ma réponse horrible et en même temps vraie, et ça ne change pas parce que c'est la situation de TEI, c'est qu'il n'y a pas de solution all-inclusive. Ça va être, si on veut un visualiseur, en fait, ça va être un visualiseur qui va apporter, c'est le cas des outils de la suite Capitaines, c'est un visualiseur qui va s'occuper de simplifier la navigation à travers les passages, qui va s'occuper de simplifier la navigation à travers le catalogue. Par contre, il y aura toujours cette phase. Alors nous, on fournit une XSL de base parce que généralement les gens n'ont pas envie de s'embêter à faire une XSL. Mais en vrai, ce qu'il faut faire, c'est prendre tout ce client et puis dire, moi, mon XSL pour cette TEI, c'est ça. Mais on simplifie avec ces outils l'accès jusqu'à ce moment-là. Et je pense que ça, c'est important. Et Vincent, tu voulais dire quelque chose ? Oui, alors moi j'ai vraiment quelque chose à dire là-dessus parce que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire Thibaut, mais il y a un paradoxe en fait derrière DTS, c'est que d'un côté DTS ne se préoccupe pas du tout de la TEI qui est servie. Et je pense que là on est en dehors du périmètre de l'exposé, c'est-à-dire que nous on n'a rien à dire sur la TEI qui est servie, sur les manières dont il faudrait l'éditorialiser en HTML ou quoi que ce soit. En revanche, je pense que DTS a un effet vertueux parce qu'il pousse quand même les éditeurs qui souhaitent respecter les guidelines DTS, les principes de l'API, à structurer d'une certaine manière leurs documents et plus précisément en fait à documenter de cette structuration-là. C'est-à-dire que d'un côté, on ne va pas régler le problème de l'éditorialisation fine d'un fichier TEI. En revanche, on va
mieux traiter, je pense, d'un point de vue communautaire, la manière dont on doit structurer des collections, des textes, leur découpage. Les divs, div 1, div 2, les divs dans les divs, les structures imbriquées extrêmement complexes, etc. Là, avec DTS, on se retrouve, si on a envie que les clients soient capables de bien interpréter les choses, on se trouve dans l'obligation de déclarer d'une certaine manière son modèle documentaire. Et ça, je pense que c'est un pas qui est quand même assez important et qui est structurant en fait pour la communauté TEI aussi. Voilà. Juste une autre question voilà, j'en profite que j'ai le micro, n'est-ce pas? Toujours, si on regarde 3IF, DTS, il y a ce qu'on appelle les serveurs 3IF qui vont aider à mettre en place justement cette documentation de l'image, les manifestes, etc. Est-ce qu'il y a un serveur DTS? Alors, c'est moi qui commence aussi. Oui, mais c'est un peu troublant à deux là. Alors je me lance et puis c'est Thibaut qui complétera cette fois-ci. C'est la même logique en fait, hein. Il faut bien qu'il y ait un serveur qui soit capable de délivrer les contenus. Donc côté IIIF, vous avez peut-être déjà entendu parler de Loris, qui est un serveur Python. C'est-à-dire que quand vous envoyez une requête, vous pourrez peut-être montrer l'image. C'est pour ça que j'avais mis les requêtes. C'est-à-dire que les URL de requêtes, elles sont conformes à la spécification de l'API, mais derrière, il faut bien qu'il y ait un serveur qui soit capable d'interpréter les paramètres. Il n'y a pas de magie. Hein, il ne suffit pas juste d'envoyer. Donc, si à un moment, que ce soit dans votre navigateur ou dans un client, vous avez une image qui ressemble à la manière dont vous la demandez via une URL IIIF, c'est parce qu'il y a un moment, il y a un serveur qui a été capable d'interpréter les paramètres constitutifs de l'URL. Là, j'ai même mis, voilà, on a même surligné avec Thibaut certains de ces paramètres. Donc là, je ne sais plus ce que c'est le dimensionnement et puis l'image là qui est en niveau de gris. Quelques serveurs, il y a Loris qui est connu, qui est une implémentation Python. Il y a Cantaloupe, je crois, qui est peut-être le plus connu, qui est en Java. Il me semble qu'à la BNF, ils ont une implémentation maison. Ils ont un serveur maison IIIF qui doit être développé aussi en Java. Donc ça, c'est côté serveur. J'envoie ma requête. Qu'est-ce qu'on renvoie comme image? Qu'est-ce qu'on renvoie comme données? Et puis, on a aussi les clients qui sont capables de manipuler l'image. Et en l'occurrence, là, les manifestes renvoyés, c'était la dia proposée par Thibaut avec les trois requêtes successives qui étaient envoyées. Et donc là, pareil, l'intérêt de l'API, c'est que tout ça, c'est extrêmement bien spécifié et on peut avoir des clients concurrents au sens positif, hein, des clients différents qui seront capables de manipuler la donnée. Alors, on a vu Mirador, mais il en existe d'autres. Il y a Universal Viewer qui est assez connu. Il y a Leaflet aussi qui est assez léger et qu'on utilise beaucoup. Donc, pour reprendre cette analogie, c'est là exactement la même chose en DTS. Et si on doit parler de ces choses-là, il y a des clients, il y a des serveurs, il y a des clients. Dans la suite Capitaines, il y a un serveur qui s'appelle Nautilus, merci Thibaut. Et puis il y a un client, on a vu quelques pages qui étaient construites, consultées à travers un client qui s'appelle Nemo. Mais Thibaut a eu raison de rappeler que derrière le projet allemand, là, éthiopien, qui s'appelle Beta Mazaheft, il y avait un serveur qui était implémenté en xQuery. Donc en fait, peu importe, c'est-à-dire que DTS ne pose pas vraiment cette question-là. DTS, c'est une spécification. Et après, on peut proposer des implémentations, évidemment, serveur et client. Et il en existe déjà plusieurs. Et donc, pour appuyer sur la situation, est-ce qu'il en existe un si je veux mettre à disposition un corpus sans avoir à le développer moi-même? À l'heure actuelle, il n'y a que celui de Capitaines qui est censé être large. Alors, c'est une situation particulière puisque Capitaines, c'est un projet qui a quelques années, qui est né à travers CTS. À l'heure actuelle, Capitaines fournit la capacité de créer des serveurs DTS à partir du moment où on a des identifiants CTS. Tout simplement parce qu'on est dans l'attente d'une réponse de la TEI. Enfin, on est aussi dans l'attente de la finalisation de l'écriture de la requête. Donc, je ne sais pas qui attend qui. De cette question de comment je déclare une hiérarchie, un système de citation. Mais en l'occurrence, sur les branches de développement, malheureusement, parce qu'on essaye d'attendre une version assez stable de cette question de comment j'encode mes fichiers TEI de manière à les mettre dans Capitaines, il est possible
en suivant les guidelines Capitaines, qui sont des guidelines assez souples en TEI, de partager des textes. Par contre, il y a des limites. Voilà, identifiant CTS, ça veut dire, qui dit identifiant CTS dit collection formatée FRBR CTS, et dit système de citation simple. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une ligne de citation, mais pas un arbre. Vous avez forcément, typiquement, book, poème, line. Vous ne pouvez pas avoir book, poème et paragraphe, line et je ne sais pas quoi. Ça marche. C'est ce qui faisait tourner le truc d'Alpheos. Au niveau client, je rebondis, il y a Nemo et en fait, Capitaines est basé sur une architecture assez simple. On a des librairies de base qui permettent de créer ensuite différents outils. Et donc dans cette librairie de base qui s'appelle pour Python MyCapitaine, on a toutes les capacités pour faire des requêtes sur des API DTS à l'heure actuelle. Mais ça, c'est pour vraiment les programmeurs et les programmeuses aguerris qui savent utiliser du Python et qui savent lire ma documentation. La deuxième étape client, effectivement, ça va être Nemo qui va permettre, sans trop se pencher dans la question du Python, avec des fichiers de configuration, de se connecter sur un... Mais c'est que du server-side pour l'instant. Donc seulement des choses qui doivent tourner sur des serveurs. Il n'y a rien en JavaScript. C'est un des souhaits qu'on aurait, mais il y a des questions de financement aussi, de pouvoir développer des clients front-end pour pouvoir récupérer ce genre d'informations et tout simplement récupérer, comme on avait montré tout à l'heure. Voilà, j'ai une citation dans un blog d'Open Edition ou dans un article d'Open Edition et récupérer ce texte en front-end sans avoir à passer par un serveur. C'est du temps de développement, mais on y arrive. Merci. Je suis un peu perdu sur la dernière question parce que j'ai bien vu tout à l'heure l'arborescence JSON XML. Donc, il y a une arborescence tout à l'heure là. Oui, c'est ça. Par exemple, là, il y a une arborescence. C'est quoi, des JSON ou XML? Je ne sais pas exactement ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'on parle de langage de programmation à partir du moment où on a un texte qui est classé, enfin qu'il est découpé et classé avec des références découpées? Je vois pas le lien entre le langage de programmation, pourquoi on en a besoin, et l'arborescence dans laquelle on peut insérer un texte. Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est est-ce que le DTS suppose un travail de réédition de texte ou est-ce qu'on peut avoir des textes qui sont déjà édités en format livre ou autre et bâtir une arborescence là-dessus? Et la troisième, c'est tout bêtement, est-ce que vous pouvez remettre le lien, le permalink là, à la fin de votre présentation? C'est ça. Merci. La première question, au moins. Donc la première question, c'était sur le lien. Pourquoi on parle de langage de programmation? Alors, bon, il y a différentes manières de faire des sites web, mais à partir du moment où on est sur un site web qui est dynamique, c'est-à-dire où on peut faire des filtres, etc., il va falloir être capable de répondre à ces filtres, tout simplement. Donc déjà, là, on a une première phase de programmation. Ensuite, découper un fichier TEI. Si votre fichier de base, c'est un fichier TEI, mais ça pourrait être très bien une base de données SQL ou un fichier texte, etc. Pour dire, en fait, j'ai tant de lignes, j'ai la ligne 1, j'ai la ligne 2, je peux grouper en ligne 1, ligne 2. En fait, tout ça, c'est un effort qui est nécessairement fait par un langage de programmation tiers, que ça peut être XQuery, ça peut être Java, ça peut être Python, etc. Donc, à partir du moment où on veut interagir avec un document, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa méthode de stockage, on va être obligé de l'interpréter pour le redonner dans la version dans les demandes de DTS. Je réponds rapidement à la question 2. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut repartir de choses qui existent déjà? Moi, ma réponse tout à fait honnête, c'est oui. Ça dépend à quel point on veut être fin. Est-ce que aujourd'hui, Gallica, par exemple, avec les OCR qu'ils ont à la BNF, peut créer une API DTS? Moi, ma réponse naïve, c'est oui. Alors, je ne parle pas de questions de financement, etc. Je parle juste, est-ce que c'est possible? Mais ce ne sera pas fin. C'est-à-dire qu'il faut admettre que l'unité de découpage d'une telle API, ce serait la page. Et qu'on n'irait pas ou le volume, mais qu'on n'irait pas aussi loin. Et en fait, il faut admettre, si on a des collections qui sont déjà là, et qu'on n'a pas envie de rééditer, et qu'on a des données qui sont claires, par exemple, X fichiers texte
pour chaque page, et ben en fait, on peut recréer une API à partir de ça sans s'embêter. Après, il faut avoir quand même sa donnée dans un format qui est exploitable, typiquement pas des PDF, de manière à pouvoir reproduire cette chose. Donc oui, on peut, sans avoir à rééditorialiser ces contenus, si ce n'est peut-être sur le côté métadonnées, où là, il y aura, si vous n'avez pas des métadonnées qui sont déjà un minimum éditorialisées, il va y avoir un effort de remettre en contexte. Bah, on est toujours capable, du coup, sur mon premier exemple, Arthur Martin, page 5, je peux toujours récupérer la page 5. J'ai pas besoin d'aller récupérer le document à la bibliothèque et d'aller chercher la page 5 moi-même. Et donc, en fait, on a encore cet intérêt. C'est juste que c'est peut-être pas aussi puissant d'une certaine manière que, effectivement, vers 1, mot 1 à vers 5, mot 7. Et ça c'est un effort d'éditorialisation fort, pour le coup, à fournir. Mais alors, du coup, ça veut dire que a priori, les textes qui alimenteraient l'API, c'est avant tout des textes qui ont déjà été édités en TEI. C'est ça? Ou parce que ça veut dire qu'a priori, on pourrait aussi prendre tout un tas de fichiers texte ossérisés et décider qu'on met des balises automatiquement pour découper. Et à ce moment-là, on pourrait citer qu'au niveau de l'architecture TEI présente, c'est-à-dire la page. C'est comme pas très coûteux de produire de la TEI. Oui. Il faut quand même bien se rendre compte que c'est en gros, en fait, le prérequis TEI, il est extrêmement light en fait. Hein. Ce qu'on attend, c'est un élément racine, un body, et puis ça roule. Enfin, une div, un petit peu de paragraphe éventuellement, mais en réalité, le prérequis TEI, il est quasi nul. C'est juste un container, quoi. Et il est prérequis uniquement pour la réponse. Je pense que là, il y avait aussi la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir de la TEI à la base? Non, si vous écrivez vous-même une API, enfin une implémentation, qui prend des fichiers texte et qui dit je peux partager à la ligne mes fichiers texte, il suffit juste à la sortie de l'API, vous pouvez garder vos fichiers texte à l'entrée, et à la sortie, rajouter de la TEI autour de ça. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir de la TEI à la base. Il y a même, pour CTS, un exemple, vu que c'est à peu près les mêmes problématiques, il y a une implémentation CTS qui est de Leipzig qui fonctionne en MySQL. Tous les textes sont ingérés dans une base de données SQL. En fait, quand tu dis à la base, tu veux dire en bac. C'est Oui. Vraiment dans le bac. Oui, le fichier, la donnée interprétée par le serveur n'a pas besoin d'être de la TEI. Là où vous avez un besoin en TEI, c'est à la sortie. C'est la réponse du serveur. Ça devrait être extrêmement coûteux pour les institutions, mais si le niveau 0 de l'utilisation de cette API est aussi simple que vous l'expliquez, il est où l'investissement très coûteux? Non. En fait, ça rejoint un petit peu la question, la première question. C'est pourquoi faire, tout simplement. Enfin, je pense qu'encore une fois, mais peut-être que Thibaut ne sera pas d'accord avec moi pour le coup, l'intérêt de DTS, c'est pouvoir décrire assez finement des textes pour avoir des extraits. C'est-à-dire que si on prend, mais là on spécule complètement, j'ose à peine en parler en fait, mais parce que bon, on a pris l'exemple de Gallica qu'on connaît tous bien initialement. Gallica, c'est fantastique. Est-ce que Gallica peut facilement basculer sur DTS? Alors la réponse est en fait oui ou non selon ce qu'elle souhaite en faire en fait. Il s'agit juste de donner accès à des pages ou à des volumes. C'est pas grand chose en réalité. Il suffit juste que dans le format de réponse, bim, il package ça dans un petit container TEI et ça c'est très 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 léger. En revanche, si l'objectif c'est vraiment tirer parti de l'API DTS de manière à rééditorialiser du contenu, être capable par exemple pour un recueil de poèmes, identifier des poèmes, pour du théâtre, être capable d'identifier les actes, les scènes, pour un recueil d'articles, être capable d'identifier des articles, etc., avec des découpages. C'est tout ce travail-là qui est extrêmement coûteux, parce que là, il y a un changement de modèle éditorial. Gallica, c'est des volumes, et pas seulement, mais c'est pour beaucoup des volumes et des pages, même si les choses s'améliorent très bien, mais on n'est pas du tout sur une même échelle. Gallica, c'est de l'industrie, et nous, on est des éditeurs académiques, donc on est dans des choses fines. Et donc pour répondre, pour essayer de faire une synthèse, est-ce que c'est coûteux pour Gallica de basculer sur DTS? Non, mais si on en reste à l'option pas coûteuse, ça ne présente pas vraiment d'intérêt. C'est juste ça. Alors, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur le fait que ça n'a pas d'intérêt, parce que encore une fois, vous pouvez proposer de la TEI, mais il faut imaginer que c'est aussi
on oblige les gens à fournir de la TEI. Mais ce serait aussi un moyen, par exemple, de récupérer des fichiers HOCR, des réponses HOCR très facilement en partant du catalogue. C'est-à-dire HOCR, c'est un format d'expression d'OCR en HTML qui permettrait, par exemple, de corriger l'OCR de Gallica en local, ou alors d'entraîner ses propres machines. Moi, quand je parlais de coûteux, c'était pas sur la question de rééditorialisation, c'est qu'effectivement, par contre, là où je suis d'accord, c'est sur une question d'échelle. À l'école des chartes, on a quelques centaines de textes. Ok. Il n'y a personne qui dépend de nous. Hein, si demain, le site de l'école des chartes il tombe en rade, ça peut prendre une semaine pour revenir. On aura certainement 2-3 professeurs qui viendront nous voir, enfin, qui viendront voir Vincent et Julien, et qui râleront. Mais le problème, c'est un problème effectivement d'échelle et d'une industrie. Open Edition, si jamais ils font ça, ils doivent s'assurer que ça fonctionne pour tous leurs textes. Ils doivent s'assurer que ça ne casse rien. Et ils doivent s'assurer que ce soit utile. Et ça veut dire qu'ils vont devoir adapter leur chaîne d'édition pour pouvoir prendre en compte ce genre d'informations. Parce qu'effectivement, peut-être qu'au départ, ils vont se limiter à citer une page. Peut-être qu'après, ils voudront citer au paragraphe, à la partie, etc. Mais il va y avoir toute l'interface de lecture à modifier. Et en fait, quand vous avez plusieurs centaines de milliers d'entrées, il faut s'assurer que ça marche, quoi. Et vous avez des cas particuliers. Vous avez toujours des cas particuliers. Et c'est ça qui crée le coût. C'est quand vous passez à une échelle énorme, grande, là, vous commencez à emmagasiner des coûts de développement qui sont égaux à cette taille. J'avoue que je pensais même pas à ce cadre de réponse-là. C'est-à-dire te dire que Gallica basculerait dans un modèle API DTS, j'avais même pas. En fait, je pense que si c'était ça la question, je l'avais même pas comprise en fait. Voilà, parce qu'en effet, là, si on réfléchit dans ces termes-là, si vraiment on bascule le système d'information, le coût il est massif. Enfin, il faut se rendre compte de tous les tests à concevoir. Enfin, c'est très compliqué en fait de faire ça. Donc oui, je suis d'accord et c'est vrai que moi je m'étais même pas inscrit dans cette hypothèse-là dans ma réponse. Alors, massif, c'est pas des millions d'euros, hein, qu'on soit clair, mais c'est quand même assez pour que ça soit discuté au budget.